Eh bien, bonjour à tous, et aujourd'hui vous avez passé l'épreuve de littérature pour le bac en première et on va revenir dessus ensemble. Donc moi je suis Monsieur Martinez, Stéphane Martinez, et je vais vous proposer donc un certain nombre de pistes de réflexion. On va simplement tout de suite commencer par une précision, c'est que dans ce corrigé, je vais vous présenter un certain nombre de pistes, je vais répondre à certaines de vos questions, mais surtout, ça n'a pas vocation à être une voie unique, à savoir que la dissertation, comme le commentaire composé, sont des propositions que je vais vous faire pour que vous voyez si vous êtes à peu près dans les clous, mais en aucun cas vous ne devez sortir de ce corrigé en vous disant que vous n'avez pas écrit la même chose que moi et que donc vous aurez une mauvaise note. Alors, tout d'abord, dans ce sujet, il y avait cet ensemble de sujets, il y avait 3 écueils qui étaient importants à repérer pour ne pas tomber dedans. Bien repérer d'abord qu'on est dans le roman, ça on vous l'avait précisé, et que surtout ces 3 extrêmes étaient en scène 3 personnages féminins. 3 personnages féminins et qui sont écrits par des auteurs féminines. Donc ça c'est vraiment important et ce n'est absolument pas un hasard si le corpus a été composé de cette manière. Par ailleurs, attention à bien préciser et à bien repérer que les 3 extraits relèvent bel et bien du genre narratif, mais que pour le premier, on est dans un roman, pour le second, dans un roman épistolaire, et pour le dernier, dans un roman autobiographique, puisqu'il faut savoir que Colette s'est largement inspirée d'une histoire d'amour qu'elle avait vécue elle-même, une histoire d'amour malheureuse, pour créer ce personnage auquel elle donne le nom de René. Enfin, eh bien, le terme de passion dans la dissertation doit vraiment être entendu dans son sens le plus étendu. Alors, on va commencer par son sens latin, à savoir que la passion, désigne d'abord la souffrance. Et puis après, vous pouvez élargir. Est-ce que la souffrance est une souffrance amoureuse? Est-ce que c'est une souffrance personnelle, métaphysique? Ou bien est-ce que l'on parle d'épreuves au sens des quêtes des premiers chevaliers, des premiers héros de roman? Ou simplement, est-ce que les passions sont ici des événements ou des péripéties au sein de la narration? Voilà. Alors, vous aviez une question de corpus, comme bien évidemment. Quelles raisons ces personnages féminins invoquent-ils pour justifier leur renoncement à l'amour? Et 3 sujets, commentaires, dissertations, inventions, sur lesquels nous allons revenir en temps utile. Alors, tout d'abord, pour la question de corpus, moi je vais reprendre avec vous l'introduction et on passera un petit peu plus vite sur le reste. Pour commencer, nous avons effectivement 3 extraits de romans qui sont écrits par 3 auteurs, mais à des époques différentes. Et ces 3 auteurs nous présentent 3 personnages féminins dont le leitmotiv est celui du renoncement à l'amour, mais sur des modes différents. Madame de La Fayette écrit dans La Princesse de Clèves en 1678 une sorte de dialogue argumentatif dans lequel M. de Nemours va essayer de convaincre la jeune femme, qui est désormais veuve, de se laisser aller à ses sentiments amoureux envers lui. Mais attention, on est dans un XVIIe siècle où l'art doit plaire et éduquer, et où Madame de La Fayette va avoir à cœur de mettre en valeur le fait que céder à ses passions, c'est justement tomber dans la souffrance et tomber dans l'immoralité. Madame de Staël, peu de temps après, mais au siècle suivant, parce que si vous regardez, on est à la fin du XVIIe siècle avec La Princesse de Clèves, et on est au début du XVIIIe avec le roman épistolaire Delphine. Donc l'auteur imagine la réponse de Delphine à Mathilde, la femme qui va épouser l'homme qu'elle aime. Et dans cette lettre, Delphine va dire combien elle est prête à se sacrifier pour que l'homme qu'elle aime, Léonce, soit heureux. Enfin, nous avons le texte de Colette, qui est un roman autobiographique, La Vagabonde, écrit en 1910. Et c'est dans ce texte que je vous disais que Colette va s'inspirer très largement d'une histoire personnelle, une histoire d'amour avec Gauthier Villars, Henri Gauthier Villars, un écrivain avec lequel elle aura une histoire d'amour malheureuse. Alors ce que je propose, c'est que nous voyons que ces 3 personnages ne vivent pas et ne justifient pas leur renoncement à l'amour de la même façon, ni pour les mêmes raisons.
Si Madame de Clèves et Delphine s'appuient sur des raisons morales, d'une part, et sont donc dans une démarche sacrificielle, eh bien on va voir que Renée, quant à elle, renonce à l'amour, et c'est paradoxal, pour des raisons égoïstes. Alors tout d'abord, eh bien, je vous laisserai constater que c'est la morale qui va traverser l'intégralité de l'extrait de la princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, morale qui met à distance le duc de Nemours et son amour pour la princesse, dans la mesure où finalement transgresser, ce serait violer la loi divine. Donc il y a ce refus de la part de la jeune femme qui, bien que tout fraîchement veuve, n'acceptera pas de céder aux avances du duc. Alors, on a par ailleurs Delphine, dans le roman éponyme, qui se pose comme une figure christique de l'amour. Alors pourquoi une figure christique de l'amour? Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on est dans un sacrifice. À savoir que tout au long de la lettre, les thèmes le champ lexical de l'amour, de la passion, du désespoir, du départ, mettent en valeur le fait que cette femme préfère se sacrifier, elle, plutôt que de laisser souffrir celui qu'elle aime, à savoir Léonce. Mais le dernier extrait, celui de Renée, écrit par Colette, souligne le fait que nous sommes au contraire dans une démarche où la femme va chercher finalement à se préserver et à mettre en première ligne finalement sa propre individualité et non pas se sacrifier comme dans les deux extraits précédents. Donc c'est un acte de refus de la part de notre héroïne et cet acte de refus est fondateur de sa liberté. Et ça, c'est absolument fondamental, c'est essentiel dans ce texte, dans la mesure où on voit aussi qu'on est déjà, en ce début de siècle, dans les prémices du féminisme que l'on peut lire chez Colette, qui était une auteure très clairement en avance sur son temps, sur ce plan-là en tout cas, et que Renée, finalement, manifeste cette revendication qui est que l'amour ne doit pas l'empêcher d'être ce qu'elle est, d'être heureuse, tout comme on a pu voir que les deux héroïnes précédentes sont malheureuses par amour. Pour autant, les trois personnages ont un point commun, c'est qu'elles se retrouvent dans un sentiment de doute, une impression de déchirement. Alors, la princesse de Clèves nous parle d'une destinée. Voilà. Renée révèle son désir chez Colette de pouvoir aimer, mais elle préfère oublier cet amour, elle préfère le quitter. C'est quand elle dit par exemple « je choisis ce qui n'est pas toi ». Voilà. Donc elle le fuit. Et Delphine demande à sa rivale de transmettre à Léonce tout l'amour qu'elle ne pourra pas lui donner. Donc on voit qu'on est chez les trois héroïnes dans un véritable déchirement. Voilà ce qu'on pourrait dire en conclusion, et on va la lire ensemble. Trois femmes, trois auteurs avec un E. Vous devez l'écrire de la sorte pour manifester le fait que vous êtes devant des auteurs féminines. Trois époques, mais trois passions déchirées et trois passions qui se refusent. C'est Jacques Brel qui chantait dans la chanson des vieux amants qu'il faut bien que le corps exulte. Eh bien, cette exultation est refusée par ces trois femmes. La princesse de Clèves au nom de la morale, tout comme Delphine, Renée au nom d'elle-même et de sa liberté. Cependant, ces trois personnages féminins traduisent des époques et des mœurs. La princesse se devait de dire non à son amour, par morale, par respect d'un certain nombre de règles et de mœurs à l'époque. Delphine, en plein siècle des Lumières, elle est un petit peu le symbole du respect de l'ordre bourgeois qui commence à s'installer. Et enfin, Renée, au début de ce XXe siècle, semble traduire les aspirations féministes que l'on verra se développer tout au long du siècle. Et s'il n'y a pas de questions? Non, tu peux enchaîner, je les supplie de m'en poser, mais ils sont pendus à tes lèvres. Bon, très bien. Alors, pour le commentaire, nous avions donc le commentaire de l'extrait de Delphine. Alors, moi, je vous propose un plan en deux parties.
la première partie, c'est une lettre d'adieu sur le mode sacrificiel. C'est-à-dire que nous sommes dans le thème à la fois d'un départ et dans l'évocation du suicide. Alors, on va voir que le thème du départ nous amène symboliquement à la question, à l'évocation d'un suicide. Tout d'abord, je quitterai Paris, ce futur de l'indicatif qui marque une certitude et qui va souligner par ailleurs l'éloignement géographique. Et après, elle quittera la France. Donc, il y a une ignorance de son devenir. On ne sait pas ce qu'elle va devenir. Cette femme, elle va disparaître. Alors, Léonce ne saura pas, et c'est une séparation définitive. J'ajoute que le « je » met en évidence le fait que c'est Delphine qui est actrice, c'est-à-dire que Delphine s'empare de sa destinée. Je pars. Ce n'est pas elle qui est chassée, c'est elle qui s'en va. Et ça, c'est tout à fait essentiel parce que même si elle est victime de ce départ, elle le dit, la douleur que j'éprouve, ou encore elle se résigne à souffrir, ça nous montre cependant une chose, c'est qu'il y a dans ce texte une opposition, une lutte entre la passion et la raison. Et ça, ce sont des thématiques qui sont très chères au XVIIe et au XVIIIe siècle. On oppose le cœur et on oppose le cerveau, l'âme et l'esprit. Voilà. Alors, elle est cependant une femme qui se pose en modèle, en ce sens qu'elle respecte les lois divines. Le terme Dieu revient à 2 reprises. Et en plus, elle précise à sa rivale, Mathilde, que c'est elle qui l'a adjuré, qui l'a supplié au nom de la morale. Elle ajoute « pouvais-je résister ?» qui est une question rhétorique par laquelle elle montre bien qu'elle préfère se plier à son destin, à ses obligations morales. Donc c'est ce que je vous disais, ça induit le thème de la lutte, de l'opposition passion et raison. Et on évoque ici, on tombe dans le thème de la faute. Et on est véritablement dans la thématique religieuse. Par ailleurs, cette évocation d'un suicide. Alors, par disparition, ce que nous évoquions au premier paragraphe, on peut entendre très clairement cette espèce de menace qui plane d'un suicide. Pourquoi ? Il faut déjà me compter parmi ceux qui ne sont plus. Et elle ajoute, elle parle du dernier acte de sa vie. Impossible pour nous ici de trancher, de savoir définitivement s'il s'agit d'un départ symbolique ou d'un départ réel, si elle quitte la vie ou si elle va quitter simplement Paris. Quand il devrait m'en coûter la vie, dit-elle, on voit combien l'enjeu est important, mais cependant on ne sait pas encore avec certitude si il s'agit d'une véritable mort. Et puis, on a le portrait d'une femme blessée et qui acquiert pratiquement, moi elle m'évoque des héroïnes tragiques, cette jeune femme, parce que elle finit sa lettre par « mais priez pour une femme malheureuse, la plus malheureuse de toutes ». C'est une hyperbole qui renforce cette impression de désespoir qui se dégage de cette lettre. Donc voilà, une lettre d'adieu sur le mode sacrificiel au sens où on a un départ, une disparition d'un personnage et en même temps où on a cette impression que si elle ne se suicide pas effectivement, de manière sûre et certaine, tout du moins se pose-t-elle comme la plus malheureuse de toutes. Elle subit. Dans le grand 2, je propose qu'on se penche sur 2 notions. D'abord, une lettre d'amour par procuration, c'est-à-dire que Delphine va écrire une lettre d'amour à Léonce, mais par l'intermédiaire de Mathilde, d'une part, et puis la supériorité de la passion sur la raison. Alors tout d'abord, un registre lyrique. Je quitterai, je fais, je triomphe, c'est « je » qui s'exprime. Ça, c'est typique du registre lyrique. Les marques de la première personne, d'une part. Le champ lexical de l'amour, d'autre part, que je n'ai pas relevé, vous avez pu le faire vous-même normalement dans vos copies. Et surtout, la lutte entre raison et passion, qui se ramasse dans cette expression « les sentiments dont je triomphe ». Les sentiments dont je triomphe. C'est vraiment une affirmation de l'amour de Delphine pour Léonce, d'une part, et par ailleurs de la précédence de cet amour qu'elle sacrifie aux lois du mariage. Alors pourquoi je parle de précédence, c'est-à-dire de cet amour qui était là avant. Delphine rappelle d'une manière tout à fait élégante à Mathilde qu'elle était là bien avant elle. Mais je l'aimais bien avant qu'il vous épouse. Donc ici, ce qu'elle montre, c'est qu'elle est antérieure.
pour autant elle s'en va. Et enfin, elle utilise de nombreux verbes à l'impératif qui montrent qu'elle se pose comme supérieure, d'abord antérieure et ensuite supérieure. Écoutez-moi, ne blessez point son cœur, plaignez, soignez, chargez-vous. Autant d'impératifs qui montrent que Delphine fait une sorte, ici, de testament. Voilà. Et ça renvoie un petit peu à la notion de suicide que l'on évoquait précédemment. Et puis par ailleurs, elle revendique un amour réel et supérieur, tout l'amour dont vous le privez. Et là, après s'être mise, elle, en avant par ces marques de la première personne, elle souligne que c'est vous qui le privez. Et on a une opposition entre une femme de cœur, elle, Delphine, et une femme de raison, Mathilde. Vous croyez qu'il suffit du devoir pour commander. Donc vous voyez que là, on est véritablement le devoir, la loi, la religion, la morale, qui s'oppose à ce qu'elle dit un tout petit peu plus loin, il existe des âmes passionnées. Donc cette opposition culmine dans une accumulation lorsqu'elle parle de ces âmes passionnées, de générosité, de douceur, de dévouement, de bonté. Et elle termine par une hyperbole, elle vertueuse en tout. Autant de qualités dont Mathilde est privée, alors qu'elle en est détentrice. Par ailleurs, on peut relever une antithèse. Si le sort ne leur avait pas fait un crime de l'amour, à savoir mettre sur un pied d'égalité le crime et l'amour, montrer que l'amour peut être considéré par un crime, et finalement montrer qu'il y a quelque chose de totalement paradoxal dans la situation dans laquelle elle se trouve. Aimer n'est pas un crime. Pour autant, Delphine, elle, se trouve du côté du cœur, alors que Mathilde se trouve du côté de la raison et de ce qui fait de l'amour un crime. Enfin, elle termine avec cette phrase « C'est pour votre bonheur que je sacrifie le mien ». C'est une opposition entre deux femmes dont l'une est une femme de cœur et l'autre est une femme de raison. Alors, sinon, on n'a toujours pas de questions. Alors, on a une petite question timide de Léa qui nous propose son plan. Elle avait peur justement que, elle disait, oh mon Dieu, ce plan c'est pas le même, est-ce que c'est grave? Elle a fait en grand 1 amour réciproque mais impossible, en grand 2 une lettre pleine de douleur. Ça te semble... C'est un plan qui me semble tout à fait correct, à partir du moment où elle n'a pas oublié d'étudier la notion de registre. Voilà. Donc si Léa a bien parlé de la notion de registre, on n'a aucun souci. Ça marche. Luigi qui nous demande des astuces pour l'écrit de français, mais c'est un peu trop tard. Ici. Oui, là c'est trop tard. Et écoute, c'est tout pour l'instant. Ok. Allez, passons à la dissertation. Alors, la dissertation n'est pas compliquée en soi, c'est-à-dire que le sujet ne recèle pas de pièges. Par contre, ça suppose un certain nombre de connaissances, comme toujours en dissertation. Donc là, encore une fois, moi je propose un plan. Il n'est pas inamovible, il n'est pas définitif et il n'est pas unique. Voilà. Donc, on va se poser la question de savoir si le personnage de roman doit vivre des passions pour captiver le lecteur. Alors, je vous passe l'introduction. Et voilà ce que je propose dans un grand 1. Tout d'abord, sans passion, et vous noterez que j'ai mis le mot passion au singulier, d'accord? Et non pas au pluriel, et vous verrez un peu plus tard pourquoi. Sans passion, pas d'histoire. Alors, je vous renvoie ici à la naissance du roman, avec les romans de chevalerie de Chrétien de Troyes, qui mettaient en scène des personnages qui souffraient littéralement d'une passion. Voilà. Lancelot souffrait de sa passion amoureuse, Lancelot voulait à tout prix devenir aimé, être aimé, et pour ce faire, il était prêt à tout. Donc finalement, on est là, au sens littéral du terme, dans une passion au sens souffrance. Par ailleurs, si l'on parle, pour revenir à Madame de Lafayette, de la princesse de Montpensier, eh ben, on a une héroïne qui va être conduite à la mort par sa passion. À savoir que je vous rappelle que dans la princesse de Montpensier, la jeune Marie de Montpensier va épouser un jeune homme dont elle n'est pas amoureuse et petit à petit céder à une passion qui va l'entraîner jusqu'à la solitude, le désespoir et la mort. Donc là, il y a clairement un tiraillement finalement entre passion et raison,
dans ce roman, et c'est ce qui va plaire à cette époque-là. Je vous rappelle que le XVIIe siècle s'appuie sur l'art du XVIIe siècle, c'est placere et docere, plaire et instruire. Et Madame de La Fayette cherche à faire les deux. Enfin, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une référence à un roman fondamental du XIXe, Les Misérables de Victor Hugo, Misérables dans lesquels Jean Valjean, finalement, est le personnage de la souffrance par excellence, jusqu'à devenir une sorte de figure christique de la paternité, une expression un peu consacrée en la matière qui est celle de Christ de la paternité, puisque Jean Valjean va manquer de mourir presque seul, isolé dans un vieux grenier, malade, fatigué, et finalement Cosette et Marius, pour qui il s'est sacrifié tout au long du roman, reviennent vers lui, et il meurt heureux malgré tout de voir ses deux enfants qui reviennent. Mais là, littéralement, nous sommes dans une passion, et c'est sur la passion que se construit l'histoire. Donc oui, dans ce grand 1, voilà, pour captiver le lecteur, il est besoin de passion pour les personnages. Cependant, je crois qu'on peut relancer la problématique en se demandant si le roman cherche nécessairement à captiver son lecteur ou s'il entreprend de rendre compte du monde de façon différente. Alors, passion, et cette fois je l'ai écrit avec un S, signifie-t-il passion amoureuse, vécue comme souffrance, passion comme désir et soif de vivre, ou encore passion comme aventure, péripétie? Alors, je m'appuie d'abord sur les romans d'apprentissage. Finalement, Georges Duroy, qui va devenir Georges du Roi de Cantel, est un homme qui va s'appuyer sur la passion amoureuse, qui vont faire de lui l'homme qui réussit. Et là, c'est véritablement la thématique de l'apprentissage par l'expérience, qui va captiver le lecteur par un tableau souvent immoral, parfois immoral, d'un personnage qui se cogne à la vie. Et là, on comprend comment on peut revenir à notre sujet. Est-il nécessaire d'avoir des passions? Le personnage doit-il vivre des passions? Ben oui, là clairement, on peut se dire qu'on a cette nécessité d'avoir un personnage qui vit de passion, de désir, de souffrance, d'aventure. Mais les romans de Zola vont tenter d'approcher le monde de façon différente. Ça va être l'entreprise naturaliste en particulier, où Zola va se présenter comme un expérimentateur qui met en scène un certain nombre de personnages dans un milieu, sans pour autant, prétend-il, essayer d'influencer leur devenir. On sait que c'est un projet qui est en réalité tout à fait discutable, mais en tout cas, ça a au moins un intérêt, c'est que ça interroge la notion même de roman. C'est-à-dire que là, on voit dans, par exemple, Gervaise, j'ai oublié un E, dans l'Assommoir, qui ira de souffrance en déception et finira par la déchéance, sous les yeux d'un lecteur qui va se passionner pour ce destin littéralement tragique, dramatique. Voilà. Et enfin, eh bien, il me semble qu'il faut absolument parler du roman historique, parce que Balzac, finalement, c'est l'historien, le romancier historien du XIXe siècle. Lorsqu'il se livre à une peinture des mœurs de son époque, il le fait à travers des personnages de passion, par excellence. Alors, je vais m'arrêter sur un seul de ces personnages qui revient dans plusieurs des romans de la comédie humaine, qui n'est autre que Vautrin. Vautrin, cette espèce de redoutable manipulateur, ce diable, cet homme particulièrement rusé qui va arriver toujours à manipuler, à gagner des gens à sa cause, à séduire, mais qui a toujours cette passion du pouvoir, cette passion de l'argent et de la domination. Voilà. Donc on est véritablement là dans un personnage de passion qui captive le lecteur. Vautrin est l'un des personnages phares de la comédie humaine. Enfin, eh bien, je pense qu'on en arrive très logiquement au XXe siècle, au nouveau roman, à ces tâtonnements et à l'absence de personnages. Alors vous allez voir que l'absence de personnages, c'est un présupposé assez problématique. Alors moi j'ai pensé tout de suite à Camus dans L'Étranger. Après avoir assassiné un arabe sur la plage, l'étranger, Meursault, est condamné à mort lors de son procès parce que les jurés ne sont pas émus parce qu'il ne pleurait pas à l'enterrement de sa mère. Et là, on voit que lorsque le personnage est dénué de passion, eh ben, finalement, il se retrouve dans une altérité, l'étranger, il est étranger à lui-même.
Et il saisit pourtant le lecteur par son étrangeté, parce que finalement c'est l'impression première qui nous saisit lorsque l'on lit L'étranger pour la première fois. Par exemple, je pense au moment où Marie demande à Meursault s'il veut bien l'épouser, et il lui répond « pourquoi pas ? Après tout, ça ne le dérange pas ». Il aurait pu lui dire non, il aurait pu lui dire oui car je t'aime, non car ça ne me dérange pas. Et là on voit qu'on essaye chez Camus, Albert Camus essaie de nous dessiner un personnage qui ne soit pas un personnage de passion. Alors ça va aller beaucoup plus loin avec ce que l'on appelle le nouveau roman, qui va proposer de nouvelles pistes au roman. Alors entre autres sur la notion de personnage. C'est Nathalie Sarraute qui, dans L'ère du soupçon, disait que le personnage devait pouvoir rendre compte de tous les états d'âme, de toutes les passions, de tous les sentiments que nous pouvons ressentir. C'est-à-dire que ce que l'on devait lire devait être une sorte de miroir de ce que l'on ressentait. Alors, avec cette impossibilité que finalement le roman ne suffit pas parce que par ses dimensions, par sa nature même, il ne peut pas rendre compte de tout ça. Et du coup, ça va être aussi une des raisons de l'échec du nouveau roman. Et enfin, je termine sur le fait que le roman n'est pas nécessairement un récit de souffrance, de passion au singulier, ni de passion au pluriel. Il peut aussi être l'occasion pour le lecteur de découvrir une tranche de la foisonnance, de la foison, de la richesse de la vie, avec par exemple Les Faux Monnayeurs de Gide, qui, pour ceux parmi vous qui l'ont lu, se présente d'abord comme un jeu de pistes dans lequel les points de vue, les personnages, les péripéties se croisent, s'emmêlent, s'entremêlent. Et il n'y a pas un personnage unique qui vit une ou des passions, il y a des personnages qui vivent leurs passions. Et on est là finalement dans un roman captivant, et qui surtout nous montre que le personnage de roman ne vit pas de passion unique. Voilà. Est-ce que nous avons des questions? Oui, quelques questions. Alors on a des questions sur le corpus. Louise qui nous dit, est-ce que c'est rédhibitoire de ne pas avoir abordé le côté religieux de la princesse de Clèves? Rédhibitoire, non. Alors il n'est pas rédhibitoire de ne pas avoir abordé la question de l'aspect religieux. Dans la question, hein, on est bien d'accord. Ouais. Oui. Cependant, il manquera quelque chose. Donc, ça n'est pas rédhibitoire au sens où on n'est pas dans une question qui sera entièrement ratée, mais je pense que l'aspect religieux était absolument essentiel parce qu'il traversait aussi l'autre texte, le premier extrait, celui de Madame de Lafayette. Question pour le sujet d'invention. On va y venir après, j'imagine. Oui. Bon, alors... Ben, allons-y, puisqu'on y est. Ok, alors je regarde, j'ai peut-être une question. Est-ce que pour le sujet, pareil, sujet d'invention, on peut y aller. Eh bien, allez, on y va. Alors, pour le sujet d'invention, je ne vais pas vous le relire, parce que ça me paraîtrait être un exercice plutôt rébarbatif. Vous avez eu le temps de le lire peut-être, vous pouvez le prendre maintenant. Le sujet d'invention, surtout l'écueil qu'il fallait éviter, c'est le sujet vous disait « Imaginez la rencontre de René et de la princesse de Clèves, chacune défend sa conception de l'amour, écrivez en une 50aine de lignes leur dialogue argumentatif. » Il vous fallait imaginer et développer leur conception de l'amour en vous appuyant sur les textes de départ et pas en réinventer une qui vous soit personnelle. Donc on est bien d'accord, ce qui va être important dans ce sujet d'invention, c'est de voir dans quelle mesure vous êtes respectueux du personnage qui a été créé par chacune des deux auteurs, Madame de Lafayette et Madame de Staël. Ok, alors invention. Est-ce que pour le sujet d'invention, on devait s'appuyer sur les points de vue de Madame de Clèves et de René, comme évoqué dans le corpus, pour montrer leur conception de l'amour? Oui. Oui. Fondamentalement, oui. On devait s'appuyer sur les points de vue des personnages, en effet. Iliska, question. Quelles étaient les limites au niveau temporel? En effet, on mélange ici deux personnages complètement éloignés dans les époques. Non, peu éloignés si l'on regarde bien, puisque de mémoire, on a un texte qui est écrit en 1678 et l'autre en 1802, c'est-à-dire 1678 à 24 ans, si je ne me trompe pas, d'écart. Donc, en réalité, vous n'êtes pas véritablement contraint par ce cadre temporel. Par contre, vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas aller trop en amont ou trop en aval, tout simplement. Voilà. Plus l'air d'y
questions sur le. Très bien. Je leur redemande, mais... Eh bien, dans ce cas-là, j'espère que le bac s'est bien passé. J'espère que ce qu'on vous aura dit ce soir vous servira. Et puis, je vous souhaite un bon courage pour la suite des épreuves. Bonsoir.